Donc, dans la dernière séance, on a présenté un petit peu c'est quoi un groupe de travail. On a présenté en même temps l'opération, donc la différence entre les deux types de réseaux, dans les deux architectures de réseau. Donc, l'architecture peer-to-peer et le serveur. On a dit que peer-to-peer, on n'a pas un serveur dit. Donc, toutes les machines ont un serveur et une autre fois, peut-être une machine cliente. On a défini c'est quoi une machine cliente, d'accord? Donc, la machine cliente, c'est une machine qui envoie la requête. Et la machine serveur, bien sûr, qui permet de répondre à une requête. Après, on a essayé de définir c'est quoi l'architecture client-serveur. L'architecture client-serveur, c'est un réseau où on va mettre un serveur dédié, réservé, par exemple un serveur de fichiers, un serveur de base de données, un serveur de messagerie, etc. Tout le monde, il peut bien sûr envoyer des requêtes à ce serveur. Autre chose, on a expliqué bien le groupe de travail. On a dit qu'un groupe de travail, c'est tout simplement une organisation des ordinateurs dans un réseau. Donc, un groupe de travail est un regroupement logique des ordinateurs, mais sans limite de sécurité. C'est-à-dire, dans la machine qui se trouve dans un groupe de travail 1, et je peux utiliser les ressources d'accord qui se trouvent dans une machine qui se trouve dans groupe 2. Il n'y a aucun problème, à condition que toutes les machines doivent avoir la même adresse réseau. On a expliqué bien sûr l'inconvénient du groupe de travail, c'est qu'il y a un problème de sécurité. C'est pour ça que Microsoft a limité l'accès à 20 utilisateurs. C'est-à-dire si vous travaillez moins que 20, donc vous pouvez utiliser un groupe de travail, d'accord? Si vous avez plus que 20, donc pensez à utiliser bien sûr l'architecture client-serveur. Donc pour Microsoft, donc il a défini un type de compte. Lorsque vous allez travailler sur un ordinateur Windows 7 jusqu'à Windows 10, donc vous êtes en train de créer des groupes locaux. Donc automatiquement, c'est-à-dire si on a bien sûr des utilisateurs créés dans un PC1, ils sont reconnus seulement dans PC1. Vous ne pouvez pas les utiliser dans une deuxième machine. Donc, un exemple que c'est que lorsque vous avez bien sûr 6 utilisateurs dans l'entreprise, donc ils doivent utiliser bien sûr 6 ordinateurs, et vous voulez que ces utilisateurs peuvent ouvrir une session dans n'importe quelle machine. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de créer 6 comptes utilisateurs avec les mots de passe dans les 6 ordinateurs. Donc, le même username et avec le même mot de passe. Donc, ça va être un travail répétitif, c'est-à-dire dans la première machine, la deuxième, la troisième, et bien sûr jusqu'à la 6e. Donc, si on termine et on veut changer le mot de passe, donc on doit faire le tour pour le modifier. Donc, quelqu'un qui a oublié son mot de passe, user 1 qui a oublié son mot de passe, et on est obligé de faire une tournée sur les 6 ordinateurs pour actualiser le mot de passe. C'est bon. Donc, là, on parle bien sûr de la décentralisation. Donc, l'opération, elle est répétitive, et on va le faire bien sûr n fois, donc selon le nombre des machines. Donc, la solution, c'est quoi? On va implémenter un serveur, d'accord? Et là, on va créer bien sûr des comptes utilisateurs, et automatiquement, les 6 ordinateurs, on va créer les comptes utilisateurs une seule fois au niveau du serveur. Et chaque fois que vous allez ouvrir une session d'une machine, le système d'exploitation il va envoyer la requête à ce serveur. Il va vérifier est-ce que vraiment le nom utilisateur mot de passe existe. Oui. Si attaque le ticket, la machine. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé le compte une seule fois, qui est les comptes qui sont reconnus par toutes les machines. Donc, les comptes ils sont créés dans un point centralisé. Avec le point centralisé, c'est ce qu'on appelle un serveur. Donc, si on veut changer le mot de passe, on ne va pas faire avec la tournée avec les ordinateurs. Donc, on va changer directement au niveau du serveur une seule fois, et automatiquement, on peut ouvrir la session dans n'importe quelle machine, puisque les comptes ne sont pas stockés dans les machines, mais ils sont stockés au niveau du serveur.
Donc, ainsi que la dernière fois. Donc, aujourd'hui, la deuxième leçon, on va essayer de parler un petit peu, c'est quoi un domaine. Donc, on a déjà parlé la dernière fois, pardon, on a parlé ce qu'on appelle groupe de travail. Maintenant, on va résoudre le problème avec l'architecture client-serveur chez Microsoft. Donc, c'est ce qu'on appelle un domaine. Donc, c'est quoi un domaine? Donc, un domaine, c'est un regroupement. C'est un regroupement logique des ordinateurs, mais avec une limite de sécurité. C'est la première définition qu'on va prendre. D'accord? Pour commencer. Donc, un domaine, c'est quoi? Un domaine sur Windows, c'est tout simplement, c'est un regroupement logique des ordinateurs. D'accord? C'est un regroupement logique des ordinateurs, mais avec quoi? Avec une limite de sécurité. Donc, groupe de travail, c'est tout à fait contraire. Groupe de travail, c'est un regroupement logique des ordinateurs, d'accord, sans limite de sécurité. Donc, lorsqu'on parle de limite de sécurité, donc essayez de voir, lorsqu'on veut schématiser, bien sûr, un domaine, on le schématise par un triangle. Donc, un domaine, c'est quoi? Un domaine Active Directory. Pardon, c'est un problème. Vous voyez l'image d'Yali? ديروها في الشات الله يرضي عليكم اللي تيشوف l'image. Oui. Ok, c'est bon, on va continuer. Donc c'est quoi, bien sûr, un domaine? C'est un ensemble. D'accord, on va voir ça. C'est un ensemble des objets. Lorsqu'on parle d'un domaine, c'est un ensemble des objets. Donc, c'est quoi ces objets-là? Donc, on trouve bien sûr des utilisateurs. Donc, des personnes. Donc, chaque personne dans l'entreprise, donc on l'appelle un utilisateur. Dans ce cas, on a un compte utilisateur. Donc, ce compte utilisateur, donc il sera présenté bien sûr au niveau d'Active Directory. Deuxième chose, dans un domaine, on va trouver des ordinateurs. Utilisateurs, ordinateurs, et enfin, on trouve des ressources. On trouve des groupes utilisateurs. Donc, un domaine, donc une autre définition, un domaine, c'est un ensemble d'utilisateurs, d'ordinateurs, d'accord, et d'un groupe d'utilisateurs et des ressources. Maintenant, quelle est la relation entre les quatre éléments? C'est très simple. Donc, si on a bien sûr des utilisateurs, user 1, U1, U2, jusqu'à UN, ce sont des comptes utilisateurs, avec le compte, le nom et le mot de passe. Ces utilisateurs, il appartient à ce domaine-là, donc le triangle, puisqu'on parle de limite, une limite de sécurité, c'est-à-dire les utilisateurs, ils n'ont pas le droit d'utiliser les ressources des autres domaines. Donc, ils ont le droit, donc, entre guillemets bien sûr, parce qu'il y a des exceptions.
Donc, jusqu'à maintenant, un utilisateur qui appartient à un domaine, il peut utiliser seulement les ressources qui se trouvent dans le domaine. C'est quoi ces ressources? Ils peuvent être des imprimantes, réseau, ils peuvent avoir des dossiers, etc. Une imprimante réseau qui se trouve dans le domaine, le triangle, d'accord, il est utilisé seulement par U1, U2 jusqu'à UN, c'est-à-dire les utilisateurs du domaine. Donc les dossiers, j'ai un dossier partagé dans le domaine, il peut être utilisé seulement par ces utilisateurs. Mais ce qui est différent par rapport au groupe de travail, c'est que ces utilisateurs, pour qu'ils utilisent les ressources, ils doivent avoir quoi? Ils doivent utiliser, d'accord, des ordinateurs. Ordi 1, Ordi 2, jusqu'à Ordi N. Donc, quelle est la relation entre les trois? Un utilisateur du domaine, il doit utiliser des ordinateurs qui appartiennent au domaine pour exploiter les ressources du domaine. Donc, trois conditions. Donc, on a une entreprise qui s'appelle, par exemple, Infosys. Donc, la société Infosys, il veut migrer du groupe de travail vers un domaine. On va dire un serveur. Dans ce cas, il doit créer des comptes utilisateurs à l'intérieur du domaine, d'accord? En même temps, il doit avoir des ordinateurs qui appartiennent au domaine pour reconnaître des ressources au domaine. Donc, les utilisateurs, باش يخدموا les ressources ديال الدومين, accéder à un répertoire partagé ou à l'imprimante réseau. Ce نقلب على une machine, ماشي n'importe quelle machine نخدم بها. Non, je dois chercher une machine qui appartient à le domaine. Donc, trois éléments. Donc, il y a ce qu'on appelle les groupes d'utilisateurs. Donc, on a les groupes d'utilisateurs, comme la dernière première année, lorsqu'on veut donner les autorisations NTFS, les autorisations de partage. Donc, au lieu de donner les autorisations, donc on peut les attribuer, bien sûr, à un groupe d'utilisateurs. D'accord, c'est bon. Donc, là, j'ai essayé de vous présenter un petit peu ce qu'on nous attend, d'accord, au niveau d'un domaine. Donc, je répète, un domaine, c'est un regroupement logique des ordinateurs, mais avec une limite de sécurité. D'accord? C'est-à-dire les utilisateurs externes du domaine, ils n'ont pas le droit d'utiliser les ressources du domaine. Point. Un domaine est un ensemble des objets utilisateurs, ordinateurs, groupes d'utilisateurs et des ressources. Donc, on parle un petit peu sur donc dans dans Windows, chez Microsoft. Donc, on parle d'un domaine, c'est ce qu'on appelle ADDS. Donc, c'est quoi ADDS? D'accord? ADDS, l'abréviation d'ILH qu'on va utiliser souvent, c'est Active Directory, d'accord? Domaine Service. Pardon? Donc, si on veut un domaine chez Microsoft, il nous faut avoir Windows Server 2012, d'accord? Donc 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, mais la version serveur. On ne peut pas créer un domaine avec Windows 10. Donc Windows 10, c'est bien sûr, c'est groupe de travail. Donc il nous faut un système d'exploitation réseau tel que Windows 2003, 2008, 2012 Server, 2016 Server, 2019 Server. Et on va installer un petit service qui s'appelle ADDS, Active Directory Domain Service. Donc, c'est quoi le ADDS, tout simplement? Donc, ADDS, on peut l'appeler le service, un autre nom, c'est un service d'annuaire. D'accord? Donc, l'annuaire du téléphone, par exemple, c'est l'annuaire du téléphone. L'annuaire téléphonique de Stade Maghreb, je me fais les informations qui concernent les abonnés. Donc, le nom, le prénom, l'adresse, numéro de téléphone, etc. Et c'est la même chose ici. Donc, on trouve des informations sur les ordinateurs du domaine. Autre chose, une autre définition. Active Directory, c'est une base de données. Donc, Active
Directory, c'est une base de données où on stocke toutes les informations sur les différents objets. Les objets, utilisateurs, ordinateurs, groupe utilisateur, ressources, ce sont des objets. Donc, toutes les informations concernant les objets, elles sont stockées dans cette base de données. La base de données, Microsoft, je mets ADDS, donc Active Directory. D'accord? Active Directory. Donc, ce n'est pas Active Directory. Active Directory, c'est le service d'annuaire de Microsoft, parce que vous n'allez pas le trouver ailleurs. D'accord? Pour Microsoft. Donc, c'est une base de données où on stocke toutes les informations sur les différents objets. Par exemple, je vais créer un compte utilisateur d'Ahmed. Dans ce cas, Ahmed, c'est une personne. C'est un nom. On doit attribuer des informations sur Ahmed. Son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, son compte, son username, son mot de passe, plus, bien sûr, plusieurs paramètres. Ce sont des informations qui vont être saisies. Donc, normalement, les informations ils doivent être stockées dans un emplacement. Où ça? Dans une base de données. Donc, avec la base de données, avec le serveur, non. Donc, c'est un serveur où on a installé quoi? On a installé Windows Server, par exemple, les différentes versions, les Kinin, 2012, donc 2016, 2019, d'accord, etc. Ok, on peut en 2003, 2008, etc. D'accord? Serveur, bien sûr. Donc, le serveur, quel est le point? Parce qu'on a un domaine. Donc, on n'a pas un domaine. Parce qu'on a un domaine, on va installer quoi? On va installer, tout simplement, installer le rôle ADDS. Donc, lorsqu'on va installer le rôle ADDS, donc à l'intérieur du serveur, on aura une base de données qui s'appelle Active Directory. D'accord? Directory. Voilà. Donc, base de données qui s'appelle Active Directory. Et automatiquement, lorsque vous installez Active Directory, le serveur, il va changer le nom. Le serveur, ma passe serveur. Il va, le nom d'ILO, il va un contrôleur de domaine. C'est un contrôleur de domaine. Pardon. C'est un contrôleur de domaine. Pourquoi? Parce que celui qui va contrôler, d'accord, tout le monde. Donc, toutes les ressources du domaine. Donc, pour résumer, et pour passer à autre chose, donc, on a parlé, donc, comment on va créer un domaine, Active Directory. Donc, puisque Active Directory, c'est quoi? Donc, c'est une base de données. Donc, on dirait un petit retour en arrière lorsqu'on a parlé groupe de travail. Donc, avec Windows 7, Windows 10, etc., vous avez créé des comptes locaux. C'est ce qu'on appelle des comptes locaux. Vous dites un ordinateur et vous avez créé des comptes locaux. Donc, ces comptes locaux, où sont stockés? Sur le bouton droit, nouvel utilisateur, je donne les informations. D'accord? Le nom, l'ouverture de session, le mot de passe, etc. Donc, Windows 7 ou Windows 10, ces informations où sont stockées? Ils sont stockés. Les informations sont stockées. Appelle une base de données spéciale qui s'appelle SAME. C'est une base de données locale. D'accord? C'est une base de données locale. Chaque machine a sa base de données locale qui s'appelle SAME. SAME, c'est quoi? C'est Security Account Manager. Donc, Security Account Manager. Donc, chaque machine a une base
de données là à part. C'est pour ça qu'on a dit, si on veut créer 6 utilisateurs, ou les معروفين dans toutes les machines, on doit refaire l'opération plusieurs fois. Dans chaque machine, créer 7 les utilisateurs, 7 les utilisateurs, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que chaque machine dans un groupe de travail, elle a sa propre base de données SIM. Lorsqu'on passe le domaine, non, on n'a pas SIM. On a ce qu'on appelle Active Directory. Il fait la même chose, mais la base de données n'est pas stockée sur les machines clientes. Ils sont stockés dans un serveur. Le serveur qui contient Active Directory, on va lui changer le nom. On va lui appeler un contrôleur de domaine. C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un vous dit « Hada, c'est un contrôleur de domaine », vous allez comprendre, à l'intérieur, il y a le ADDS. Il y a la base de données Active Directory. Donc, quels sont les composants d'Active Directory? Essayez de prendre bien sûr des notes, s'il vous plaît. Donc, quels sont les composants d'Active Directory? On va expliquer au fur et à mesure que le haja force. Donc, on a deux classifications. On a les composants physiques, d'accord, et les composants logiques d'Active Directory. Ce qu'on va voir, bien sûr, d'accord, ce qu'on va voir réellement physiquement, et bien sûr, ce qu'on va voir, donc c'est le fonctionnement d'Active Directory. Les composants physiques, on trouve ce qu'on appelle le magasin de données. C'est quoi un magasin de données? C'est tout simplement on peut dire, c'est l'emplacement où on stocke la base de données Active Directory dans le serveur. D'accord? C'est un dossier, un emplacement qui contient la base de données, le fichier de la base de données active. On a ce qu'on appelle le catalogue global, le contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine, c'est le premier, là on veut créer, qui contient, c'est le serveur qui contient la base de données Active Directory. Donc là où il y a ADDS, donc on parle d'un contrôleur de domaine. C'est là où on va faire tout le travail d'administration du domaine. On a un serveur de catalogue global. Donc lorsqu'on parle de catalogue global, d'accord, c'est pour chercher des objets. Donc on va chercher des objets, d'accord, dans plusieurs serveurs. Donc il y a un seul serveur ou plusieurs serveurs qui contient ce catalogue global. Donc je cherche dans le catalogue global et le catalogue global va localiser où se trouve cette ressource. Donc on dira un retour, mais seulement là on fait une simple présentation. Un autre composant physique, c'est ce qu'on appelle un contrôleur de domaine en lecture seule. Donc, comme vous voyez, on a deux types de contrôleurs de domaine. On a un contrôleur de domaine et un contrôleur de domaine en lecture seule. On l'appelle quoi? Ici, on l'appelle un RODC. Read Only Domain Controller. La différence entre les deux, c'est que si je veux créer un compte utilisateur, je n'ai pas le droit de le créer dans un RODC. Je dois le créer dans un contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine, il a l'accès en lecture et écriture. En lecture et écriture. Dans le RODC, j'ai l'accès seulement en lecture. Dans les composants logiques d'Active Directory, s'il vous plaît, essayez de prendre des notes, parce qu'on ne va pas expliquer tout. Donc, le hajar dit pour ça. D'accord? Au fur et à mesure. Les composants logiques, on trouve ce qu'on appelle les partitions. Lorsqu'on parle des partitions, ce sont des parties, c'est-à-dire Active Directory. Donc, elle est divisée en plusieurs parties. Donc, c'est une répartition logique. D'accord? La partie logique, on parle de partition. On parle schéma. On trouve schéma. D'accord? Donc, les composants logiques, ce qu'on appelle schéma. Composant logique, un domaine, ou plusieurs domaines. On trouve arborescence de domaines. Par élément. Pardon. Donc, on va expliquer élément par élément. Donc, on parle des composants logiques, partition, schéma, domaine, arborescence de domaine, forêt, site, unité d'organisation.
quels sont les domaines ADDS? Donc, les services ADDS, Active Directory Domain Service, demandent quoi? Un ou plusieurs contrôleurs de domaine. Donc, essayez de voir le schéma. Vous voyez un triangle qui présente bien sûr un domaine. On trouve bien sûr ici des contrôleurs de domaine, deux contrôleurs de domaine avec des comptes utilisateurs. Ici, le livre que vous voyez ici, c'est tout simplement, bien sûr, c'est le schéma d'Active Directory. C'est un contrôleur de domaine puisqu'il a quoi? Puisqu'il a Active Directory. Active Directory, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des informations sur les utilisateurs, les ressources, etc. C'est un serveur de fichiers. D'accord? Il y a les ressources, un dossier partagé. Donc, quand vous voyez le cadenas, c'est-à-dire c'est les autorisations NTFS et les autorisations de partage. Donc, l'utilisateur, il utilise un ordinateur qui appartient au domaine. Vous voyez? Elle est à l'intérieur du triangle. Donc, l'utilisateur, s'il veut utiliser le répertoire, il doit utiliser un ordinateur qui appartient au domaine. Il doit avoir un compte utilisateur. Ah, je vous le vert. Il doit avoir un compte utilisateur. Donc, il doit s'authentifier de la machine. D'accord? La requête sera envoyée à le contrôleur de domaine. Il va vérifier est-ce qu'il a le nom et le mot de passe correct. Oui. Après, donc l'utilisateur, il va accéder à la ressource. Tous les contrôleurs de domaine maintiennent une copie de la base de données du domaine synchronisée en permanence. Donc, dans un domaine, je peux installer un ou plusieurs contrôleurs de domaine. Donc, dans un domaine Active Directory, je peux créer minimum plusieurs contrôleurs de domaine. Microsoft, il nous dit qu'il faut mettre au minimum 2. Pourquoi? La tolérance au pan, c'est-à-dire il attaque un serveur, l'autre, il peut garder le fonctionnement. Donc, ce qu'on appelle la disponibilité. Donc, le domaine est le contexte dans lequel les comptes utilisateurs, des comptes de groupe et des comptes d'ordinateurs sont créés. Donc, ils ont utilisé le mot compte. On utilise quoi? On utilise seulement les comptes utilisateurs. Mais avec Active Directory, on va trouver les comptes de groupe. D'accord? On va voir les groupes après. Les comptes d'ordinateur. Un ordinateur, il aura son compte. Le domaine est une limite de réplication. Donc, c'est quoi la réplication? La réplication, c'est lorsqu'on a deux serveurs. D'accord? Et on va essayer de synchroniser le premier serveur avec un deuxième serveur. L'opération via la synchronisation, les données qui se trouvent dans le premier serveur seront envoyées au deuxième serveur. On ne va pas appeler serveur, mais plutôt contrôleur de domaine. Dans le premier contrôleur de domaine doivent être synchronisés avec le deuxième contrôleur de domaine. L'opération via la synchronisation, on l'appelle une réplication. Donc, comment on va administrer Active Directory? Donc, il y a ce qu'on appelle un centre d'administration. Donc, lorsqu'on va démarrer Windows Server, donc on a un contrôleur de domaine. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une console, une fenêtre, d'accord, qui s'appelle un centre d'administration. Donc, n'importe quel contrôleur de domaine peut authentifier n'importe quelle connexion au domaine. Je donne un exemple. Donc, je vais effacer ça rapidement. Donc, on suppose on a un domaine. Donc, je peux avoir le premier contrôleur de domaine, un DC1. D'accord? Donc, je n'ai la caractéristique de ce DC1, c'est qu'il contient AD. Donc, AD, c'est quoi? C'est Active Directory. Je peux installer un deuxième DC. D'accord? DC2 qui contient quoi? Qui contient une copie exacte de AD. C'est la même chose. Donc, Hado Kamlin, il se trouve où? Hado, il se trouve dans un domaine. Le nom du domaine, par exemple, on va l'appeler ofppt.local. Donc, un domaine, il a un nom. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce... Lorsqu'on va créer un compte utilisateur ici, dans AD, U1, donc qu'est-ce qui se passe? Donc, automatiquement, il y a ce qu'on appelle une réplication.
entre les deux. Donc ici, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver U1. Lorsqu'on va ajouter U20 ici, automatiquement, la réplication, il va nous permettre de synchroniser les deux. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir en plus? Donc, on doit avoir, bien sûr, des ordinateurs portables, plutôt des ordinateurs de bureau, etc. Donc, les ordinateurs, ce sont quoi? Ce sont des ordinateurs qui appartiennent au domaine. D'accord? Les ordinateurs qui appartiennent au domaine. Donc, lorsqu'on a un utilisateur, U1, il a le droit d'utiliser soit la machine, non, il va entrer U1 plus mot de passe, qu'est-ce qui se passe normalement, la requête, donc la requête, il dit soit la machine, soit le serveur. Donc, qui peut autoriser U1 à ouvrir une session, soit DC1, soit DC2. La même chose, si U1 ou U2, par exemple, U20 veut ouvrir une session de la machine, et il a la possibilité, soit il doit être vérifié, soit par le serveur, soit par ce serveur-là. Les deux. Donc, n'importe quel serveur disponible, il peut valider, d'accord, les informations de connexion. Lorsqu'on parle d'authentifier un utilisateur, c'est-à-dire on va lui valider quoi? Le nom et le mot de passe. On doit le valider le nom et le mot de passe. D'accord, on va continuer. Pardon. On a ce qu'on appelle unité d'organisation. Donc, c'est quoi une unité d'organisation? C'est très simple. Vous avez comme un exemple, bien le disque dur. Vous avez la partition C et D. La partition C et D. Donc, vous avez des fichiers qui sont distribués dans toutes les machines. Donc, pas dans tout le disque dur. Et vous voulez l'organiser. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr, vous allez créer ce qu'on appelle des répertoires ou des dossiers. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des dossiers, on va appeler ce dossier par leur nom et on va regrouper, bien sûr, les fichiers dans ces dossiers. Et on peut créer des dossiers à l'intérieur des dossiers. Par exemple, lorsqu'on parle module administration réseau sur Windows, on va le diviser en deux, TP, exercice, par exemple, 3 gains de support de cours. Et je peux créer des sous-répertoires, etc. Donc, c'est la même chose. Mais ici, ce ne sont pas des répertoires, mais plutôt on les appelle quoi? Des unités d'organisation. Un exemple, on a une entreprise qui a un domaine. On a le cas d'une société X. Donc, il a créé un domaine appelé xyz.local. À l'intérieur de l'entreprise, il y a bien sûr plusieurs services. Service production, service comptable, service achat, etc. L'entreprise est là sans utilisateur et sans ordinateur. Donc l'administrateur, s'il veut chercher un utilisateur, il doit chercher dans 100. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du domaine? On va créer des unités d'organisation par service. Donc, c'est-à-dire, service achat, on va l'appeler achat, unité achat. Donc, essayez de voir un exemple. D'accord? Donc, vous allez trouver administrateur, borne, compte désactivé, les comptes utilisateurs, les contrôleurs de domaine, etc. Et c'est la même chose. On va créer une unité d'organisation qui s'appelle ressources humaines. À l'intérieur, on va mettre les ordinateurs de ressources humaines, plus bien sûr les comptes utilisateurs ressources humaines. Maintenant, un service comptable, on va créer une unité d'organisation comptable, d'accord? Et la même chose, on va mettre bien sûr les informations, d'accord? Les comptes utilisateurs, les comptes ordinateurs de la comptabilité. Donc, ainsi de suite. Donc, à quoi servent les unités d'organisation? D'abord, c'est quoi? Ce sont des conteneurs permettant de regrouper, bien sûr, des